L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. Bonsoir Thomas, et donc L Sport. Bonsoir Chris, est-ce que tu vas bien Chris? Parfaitement. Eh ben écoute, j'en suis ravi. Donc ce soir effectivement, comme tu l'as annoncé déjà un petit peu avant, comme tu l'as annoncé donc à nos auditeurs, c'est la 4e de l'émission. La 4e de l'Esport avec ce soir un programme très chargé, avec beaucoup d'invités, avec beaucoup de surprises, beaucoup de bonnes choses. Alors petite émission qu'on va déjà dédicacer d'entrée de jeu à Amélie, à notre petite Amé qui ce soir est pas avec nous puisque malheureusement elle est occupée ce soir, elle n'a pas pu être disponible. Mais ce soir une belle équipe au rendez-vous, donc avec toi notamment Chris qui sera là ce soir avec nous. Avec nos health, oui, nos health. Donc Émilie, que vous connaissez déjà tous, bonsoir Émilie. Bonsoir. Et Nina, donc Nina qui effectivement ce soir fait son grand retour elle aussi dans l'émission. Bonsoir Nina. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir un chroniqueur aussi exceptionnel avec nous, un petit nouveau ce soir, que vous connaissez je pense tous chers auditeurs, il s'appelle Vincent, il travaille sur une2.net, un de nos partenaires. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et donc ce soir en termes de prestige, on va parler de nos invités, deux femmes que vous connaissez, l'une peut-être plus que l'autre. Alors, on va commencer effectivement par une qui est manager. Donc elle est manager depuis quelque temps déjà dans un club de D1 de football à Guingamp. Elle s'appelle Marlène Boedec. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Marlène? Oui, très bien, ça va bien, merci. D'accord. Écoutez, on est ravis de vous accueillir avec nous Marlène dans un premier temps. C'est gentil d'avoir accepté. Merci de invité aussi. Eh bien, écoute, on est ravis. Notre deuxième invité du soir, vous la connaissez un petit peu plus, je pense, chers auditeurs. Vous l'avez vu dernièrement porter un maillot, donc un maillot que vous connaissez bien, un maillot tricolore, le maillot bleu, blanc, rouge. Une petite nouvelle aussi, donc dans le groupe tricolore, une joueuse de Guingamp, l'une des meilleures joueuses du championnat actuel, mademoiselle Julie Morel. Bonsoir Julie. Bonsoir. Ça va Julie? Oui, ça va très bien. D'accord. Vous avez l'air un petit peu tendu ce soir, Julie, non? Rassurez-vous, on va pas vous manger, ça va bien se passer. Non, pas du tout, je suis pas tendue. non, rassurez-vous, on va pas vous manger du tout. Le but, il est pas là, et vraiment, donc on va vraiment s'amuser tous ensemble ce soir. On va parler football, on va parler sport, on va surtout parler femmes dans le sport. Donc n'oubliez pas aussi, chers auditeurs, que vous pouvez nous suivre quotidiennement, tous les jours. Effectivement, nous on est branchés, pas à l'antenne, mais sur les gros réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook et sur Twitter. Alors, première question pour Julie, puisque là, effectivement, c'est Julie qui fait le débat. C'est Julie et Marlène, ce soir, qui vont choisir le premier débat du soir. Alors, je ne sais pas comment elles vont choisir, c'est elles qui vont voter entre elles. Premier débat du soir, au choix, mesdames. Alors, attention, vous êtes prêtes? Je vous annonce. Première sélection en équipe de France. Ça tombe bien, Julie est un petit peu concernée. Comment appréhender le passage dans la cour des grands? Donc, comment appréhender une première sélection? Ou alors, la cohésion d'un club, donc l'harmonie dans un club, fait-elle sa renommée et ses succès? La première. On va choisir la première. La première. Écoute, ça tombe bien, ça tombe très bien. Donc, première sélection d'équipe de France, comment appréhender le passage dans la cour des grandes? Premier débat du soir, choisi donc par Marlène et par Julie. Nina, Vincent, Chris, Midi, ça vous convient? Vous êtes prêts? Oui, très bien. Parfait. C'est parfait. Eh bien, écoutez, c'est parfait, on est parti. Alors, première question pour toi, Julie. Écoute, une petite nouvelle actuellement en équipe de France. Ça fait tes débuts il y a très très peu de temps. On va dire des débuts fracassants, puisque t'es rentré en cours de jeu. On ne sait pas ce qui t'a pris. Directement, t'as marqué ton territoire. Chez toi, à domicile à Guingamp. Comment t'as vécu cette première sélection de l'équipe de France? Déjà avec un grand plaisir parce que je m'y attendais pas du tout. En plus, c'était chez moi à Guingamp, donc voilà, je voulais surtout ne pas décevoir et puis comment dire, on m'a laissé cette chance, donc voilà, j'ai essayé de faire le maximum avec le peu de temps qu'on m'a donné, donc voilà. Après, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai eu un bel accueil avec le public et j'ai eu la chance de marquer
au début, pour, je sais pas, 2-3 minutes après être rentrée. Donc voilà, c'est un scénario parfait. Je pouvais pas rêver mieux. Donc beaucoup de satisfaction. On imagine que tu vas être un petit peu surprise d'être contacté comme ça en plein milieu de stage par l'équipe de France. Alors moi j'ai une petite question pour Marlène, parce que je pense que Marlène, vous l'avez su un petit peu avant quand même que Julie allait être convoquée, ou vous l'avez vraiment su après elle? Ah, écoutez, c'est un peu le secret du staff de l'équipe de France. J'avais la chance d'être avec l'équipe de France à ce moment-là, en plus, en étant l'officiel de liaison. Donc, c'est Bruno Bini qui m'a averti qu'il allait appeler Julie Morel pour la sélectionner. Et puis, c'était une très grande joie, une grande fierté pour le club d'en avant de Guingamp. Donc, Julie, c'est vrai, elle l'a appris assez tard le soir, à 23h. Et puis, le lendemain matin, elle était à 8h30 à l'hôtel à Ploumanac où se trouvait la sélection de l'équipe de France. Donc, c'était une très grande joie. Ah, donc vous l'avez su un tout petit peu avant elle, mais bon, silence radio, vous n'avez pas pu lui en parler finalement. Pardon, je vous ai mal entendu. Je disais que vous l'aviez su visiblement un tout petit peu avant elle, mais vous n'aviez pas eu le droit de lui en parler. Ah non, c'était pas mon rôle, hein. J'avais pas le droit du tout. C'était le sélectionneur qui devait l'appeler, et c'était par ce lien-là en direct que ça s'est passé. Je n'étais que spectatrice. Hein. D'accord, mais c'est aussi effectivement un rôle qui peut être important, puisque j'étais quand même au sein de ce groupe. Alors justement, nous on a la chance d'avoir une internationale dans notre équipe, depuis longtemps déjà, hein. Nina qui est depuis très longtemps déjà en équipe de France. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'elle est âgée, rassurez-vous, elle est encore toute jeune. Merci de te rattraper, hein, merci. Ta première sélection, tu l'as vécu comment toi, Nina? C'est un peu les mêmes circonstances, hein. C'est sur blessure d'Isabelle Venling, juste avant une compétition, juste avant l'Euro. Donc moi, première sélection d'équipe de France, c'était en novembre 2002, en Ukraine. Donc super. Et pareil, on m'a appelé le soir pour être avec les filles le lendemain matin. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une histoire qui se répète. Ouais, c'était sûr. En tout cas, en fait, à Julie, effectivement, si l'histoire se répète, la même carrière que toi au niveau international. Bon, c'est encore mieux. Ah oui, oui. On voit effectivement de quoi tu veux parler, Nina. Il n'y a pas de souci. On va poser la question effectivement à Chris, Émilie et Vincent qui sont avec nous aussi. On va commencer par les dames, bien entendu. Toi, Émilie, si on t'appelait effectivement en pleine nuit, on dit en pleine nuit, demain, il faut que tu sois à 8h en équipe de France. Comment tu réagirais? Je dirais, je sais pas courir. Non, je déconne. Oui. Si tu pouvais courir, si tu n'avais pas un genou en bois... Non, mais sérieusement, je regarde. Voilà. Si tu n'avais pas un genou en bois, effectivement, flingué et un plâtre en plus de surcroît l'avant-bras, parce que je crois effectivement il y a nos auditeurs, comment tu réagirais? Non, je pense que déjà, pour tout athlète, être en sélection, c'est juste le reste d'une vie, quelque chose qui se concrétise. Donc, je pense que après être appelé en pleine nuit pour être le lendemain dans un nouveau monde, ça doit juste être énorme. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas tellement d'exemples concrets en femmes, donc c'est pour ça quel sport se lance dans le sport féminin, parce que quand on parle de ça, on pense à Clairefontaine, on pense à nos bleus hommes, et justement, le sport est là aussi pour reprendre ceci avec les filles. Donc non, je pense que ça doit être que du bon pour vous. Et puis après, est-ce que je vais poser une question à Julie, est-ce que ça n'a pas été trop dur, bonsoir déjà, pour vous d'arriver dans un groupe que peut-être vous connaissez pas très bien? Est-ce que vous avez eu du mal à avoir vos marques? Comment ça s'est passé? Bonsoir. Non, après la première journée n'était pas si évidente que ça, parce que avec un petit peu d'appréhension. Après, je connaissais quelques joueuses, donc voilà. Puis sinon, toutes les autres, je les ai côtoyées dans le championnat, donc j'étais pas trop dépaysée. Et puis j'étais tellement contente d'être ici que je voulais apprécier tous ces moments-là. Mais non, c'est vrai, j'ai eu un peu d'appréhension au départ. Donc voilà, parce que je suis avec les meilleures joueuses. Mais bon, tout s'est très bien passé et je suis super contente. Et voilà, j'espère que ça continuera. Et Julie, c'est Nina. Moi, j'aimerais juste te poser une question. Avec du recul, est-ce que tu penses pas que finalement, c'était mieux que ce soit aussi soudain? Parce que ça évite de trop appréhender, de trop se préparer, de trop se faire des films. Et tu as été plongé tout de suite dans le grand bain et ça a justement empêché d'avoir cette trop de pression, quoi. Je sais pas si tu as ressenti ça comme ça. Ouais, non, je suis d'accord. Dans un sens, je préférais être prévenue au dernier moment
au moins je ne me serais pas posé autant de questions, parce que je pense que si je l'avais su 1 ou 2 semaines avant, je me serais mis entre guillemets un peu la pression quand même. Donc voilà, là j'ai pas eu le temps de calculer, il a fallu que j'aille dès le lendemain matin là-bas pour faire le premier entraînement à 11h. Donc voilà, donc j'ai pas eu le temps de me poser ces questions, et je pense oui que c'était beaucoup mieux comme ça pour moi. D'accord. Alors moi j'aurais effectivement posé un petit peu la question aussi à nos 2 hommes du soir. On a quand même des hommes dans L-Sport, on a une émission 100% féminine, on a quand même des hommes ce soir. On en a 2. Ouais, on aime la parité, nous. Ce soir, c'est la mixité, voilà. Ce soir, on s'ouvre au monde ce soir. Donc, et oui, donc je posais la question effectivement, notamment à Vincent. Toi, Vincent, tu connais bien le milieu du football, notamment le milieu du football féminin avec une 2.net. Si on t'avait effectivement, alors, on se projette, hein, on imagine t'es une dame, hein, on imagine, pardon Vincent, t'es une dame et t'es convoqué en équipe de France le soir à 23h30. Pour le lendemain matin à 8h, tu réagis comment? Je crois qu'avant de réfléchir, t'es déjà dans ta voiture. Je pense que tu réfléchis pas à est-ce que tu dis oui ou non, je crois que tu y vas et puis après tu te demandes comment ça va se passer, quoi. C'est un truc qui arrive qu'une fois. Surtout en équipe de France féminine où les rôles sont quand même vachement établis. C'est très compliqué d'avoir du turnover. C'est une opportunité en or. Et justement, je vais demander à Julie si elle pensait vraiment avoir une chance de s'intégrer dans ce groupe de personnes en équipe de France. Parce qu'être appelé en dépannage, c'est très bien, c'est une super nouvelle, mais s'installer dans ce groupe, ça serait quand même beaucoup mieux. Julie? Oui, après c'est sûr que faire plusieurs sélections, c'est bien d'y aller une fois, c'est bien à connaître. Après c'est sûr que comme toute joueuse, l'objectif c'est d'essayer d'y retourner. Donc voilà, après on m'a laissé ma chance à ce stage-là. J'ai réussi à la saisir, maintenant à espérer qu'on me redemande et toujours continuer et ne pas décevoir. Mais tout d'abord, ça passe d'abord au club, où il faut que je fasse des bons matchs et des bonnes prestations. Et après, si je fais des bonnes prestations, je vois pas pourquoi je n'aurais pas la chance d'y retourner. Écoute, c'est vrai que effectivement, en plus, comme tu le signalais, tu as quand même connu un petit peu comme l'expérience internationale avant, pas chez pas en équipe de France A, mais tu as quand même connu un petit peu le maillot tricolore. Ça peut être loin un peu cette attente justement de, malgré tes bons résultats l'an passé et autres, tu t'es pas dit jamais je vais y arriver? J'ai pas entendu. Je disais effectivement que tu as déjà connu un petit peu le... Ben, pas de souci. Je disais que tu avais déjà connu un petit peu donc le niveau international, mais pas avec l'équipe de France A à proprement parler. Tu as fait une super saison l'année dernière avec Guingamp, malgré que le club effectivement joué au milieu de tableau. Tu t'es pas dit à un moment, mais jamais je vais réussir malgré ce que je trouve sur le terrain, jamais je vais réussir à aller en équipe de France? Bah honnêtement, quelquefois ça m'arrivait d'y penser et de me dire que de regarder les listes et de me dire que peut-être un jour je verrai mon nom dessus. Donc voilà, après j'ai pas eu la chance, donc je me suis dit bah tant pis, je me consacre pour mon club et puis ça c'est le plus important, c'est le club. Donc voilà, et puis je me suis dit bah si je connais pas la sélection A, parce que j'ai connu la A prix, mais honnêtement c'est la sélection en équipe de France A, c'est un autre monde, c'est pas du tout pareil. On est toujours avec les meilleures joueuses, on progresse de plus en plus. Donc voilà, c'est vrai que honnêtement, j'y pensais plus. Ça a été une très grande surprise quand on m'a contacté. Et honnêtement, en plus pour le club, c'est bien pour le club, ça donne une belle image et voilà, je suis fière parce que quand on regarde dans la sélection, on en rigolait un peu la semaine dernière. J'étais la seule qui n'avait pas participé, d'une qui n'était pas dans un très grand club et qui n'avait pas participé à la Ligue des Champions. Donc voilà, donc on peut voir que Bruno Bini il a montré qu'il pouvait sélectionner des joueuses qui ne jouaient pas logiquement le haut de tableau. Alors justement, effectivement, là tu soulèves un point qui est important, puisque tu soulèves effectivement le fait, bien que tu étais la seule joueuse à pas être dans les clubs du top 4, on va dire, puisqu'effectivement Guingamp est un petit peu plus en retrait pour comparer aux équipes UP du haut de tableau. Alors justement, moi j'avais une question effectivement, après je donnerai la parole à mes chroniqueurs, mais j'avais mes co-animateurs, mais j'avais effectivement une question pour Marlène. Quand on a dans son équipe une joueuse comme Julie Morel et que c'est l'une des meilleures joueuses du championnat,
et qu'elle n'a pas encore sa chance en équipe de France. Est-ce que c'est pas une petite frustration en soi ou c'est pour vous assez cohérent? Frustration, non, je ne parlerai pas de frustration, c'est incohérent non plus. Nous, en Avant de Guingamp, nous sommes sur le travail, sur la formation, nous sommes un club modeste. Après, c'est vrai que Julie était élue meilleure joueuse du championnat de France de D1 l'année dernière. On attendait, quelque part, oui, bon, la vie d'un club, c'est qu'il y ait une joueuse à atteindre l'équipe de France, à jouer à ce niveau-là. Je ne parlerai pas de frustration, c'est une... La récompense, elle revient surtout là maintenant à Julie Morel. Il faut qu'on soit modeste. Nous, en avant, ça ne fait qu'1 an que nous avons cette section féminine. Et la joie revient plus pour Julie Morel et après pour En Avant de Guingamp. D'accord. Alors moi j'aimerais effectivement interroger un peu mon ami Chris là, qui est un petit peu en retrait pour l'instant, puisque je le sais, il bouillonne, il prépare ses questions. Chris, c'est un débat qu'on avait déjà eu toi et moi effectivement il y a quelque temps sur les sélections nationales. Est-ce que les joueurs sélectionnés doivent effectivement appartenir tout de suite au plus grand club et jouer les Coupes d'Europe, ou est-ce qu'on peut avoir des joueurs en milieu de tableau qui valent le coup d'être sélectionnés? Justement, quand tu vois cet exemple, toi Chris, avec le football féminin, notamment l'exemple de Julie qui peut faire jurisprudence, t'en penses quoi? T'as un peu admiratif de tout ça? Bah oui, non, mais c'est-à-dire que le débat se pose selon moi un peu différemment. C'est une question d'abord de vision à long terme, et c'est une question de rentabilité à court terme. Mais il faut toujours trouver le mariage entre les deux. Alors, évidemment, la vision à long terme, on peut l'avoir avec des jeunes joueurs et des jeunes joueuses. Lapsus évidemment révélateur. Quel que soit un petit peu leur club, on le sait aussi en plus. En général, un premier ou une première sélectionnée, son premier match, c'est quelque part ça passe ou ça casse complètement, dans le sens où soit la joueuse joue complètement libérée, soit elle est paralysée par l'enjeu. Donc je pense que là ça peut être un réel atout, et je pense que c'est pas si important que ça dans l'optique d'une première sélection. Maintenant, il est évident que beaucoup d'entraîneurs, et c'est normal, ont une vision d'optique à long terme, et ils font davantage prudence, parce qu'on sait que les coachs, peut-être plus d'ailleurs au football masculin que féminin, sont très prudents, et leur siège est très est éjectable, et donc de temps en temps on a tendance à faire confiance, quand on a une hésitation entre deux joueurs ou deux joueuses, à faire confiance à celle qui a déjà un petit peu plus de vécu sur le plan international dans les Coupes d'Europe, ou pourquoi pas à avoir vécu plus de gros matchs au sein donc d'une grande nation. Là, ce qui était aussi intéressant, vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect physique, de l'aspect un peu mental du terme, mais moi je pense aussi que quelque part il y a aussi l'adrénaline, on est appelé en pleine nuit, il y a l'adrénaline qui fait que ça annihile complètement, je pense, toute notion de fatigue. Et il y a aussi un deuxième élément, je pense que ça par contre il faudrait toujours faire un petit peu attention à ça. Les présélections, elles devraient servir, je pense, un peu mieux à ça, c'est-à-dire à avertir, à demander aux joueurs et aux joueuses d'anticiper une éventuelle sélection, même si évidemment quand on touche cela, à mon avis, ça doit procurer des sentiments que nul d'entre nous, nul de mortel ne peut comprendre. D'accord. Alors oui, effectivement, là tu soulèves un détail intéressant au niveau des présélections, puisque c'est une chose qu'on connaît pas forcément. En général, on connaît les sélectionnés, mais pas les présélectionnés. Là, en l'occurrence, on va revenir un peu vers Julie, on va monopoliser un petit peu. Julie, est-ce que tu étais effectivement prévenue que tu étais présélectionnée pour ce stage ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, si j'ai bon souvenir, il n'y a aucune présélection dans le football féminin. Donc le sélectionneur choisit sa liste, et donc après, s'il y a des forfaits, c'est comme mon occasion, il contacte quelqu'un d'autre, et après c'est à nous d'être disponibles. Après, moi j'ai la chance d'être en contrat à Guingamp, donc j'ai pas de problème avec mon travail pour me libérer facilement, donc voilà quoi. Et vous, Julie, pardon, à titre personnel, vous auriez préféré être présélectionné, ou vous avez préféré cette histoire comme ça, un petit peu romantique, rocambolesque, d'être appelé en pleine nuit? Vous auriez préféré quoi, vous? Objectif. Non, par contre, j'ai préféré là le savoir tard le soir. Bon, après c'est sûr que j'ai pas spécialement très bien dormi, mais comment dire, au moins on n'a pas le temps de se poser de questions. Et puis quand on est, par exemple, ça arrive souvent quand par exemple la liste tombe et que la joueuse elle est citée dans la liste, on a tout le temps peur d'avoir une blessure ou quoi que ce soit et manquer la sélection. Donc là au moins le dimanche d'avant j'ai pu jouer libéré, parce que je ne me doutais vraiment pas que j'allais être en sélection 3 jours après. Mais écoutez, ça mérite d'être clair. Effectivement, là, à la limite, il valait mieux effectivement je parle personnellement, pour toi, Julie, il valait mieux effectivement cette rocambolesque sélection au dernier moment plutôt de gamberger avant.
Après, effectivement, comme le disait Chris à l'instant, c'est un petit peu inhérent à chacun. On va faire un petit tour de table rapide. Là, par exemple, on va se mettre en situation. Marlène, si vous étiez effectivement à l'âge de Julie et que vous étiez convoqué en équipe de France dans les mêmes conditions, vous préféreriez être convoqué au dernier moment ou convoqué avant? Ah, je pense au dernier moment, c'est plus excitant. D'accord. Même question pour Émilie. Au dernier moment aussi. Pour quelle raison? Pas excitation aussi? Bah oui, enfin plus excitant et puis surtout on n'a pas le temps de s'en faire, on n'a pas le temps de réfléchir, on fonce quoi, on y va et à la rigueur c'est le naturel qui prend le pas et on n'a pas le temps de tirer des plans sur la comète. Ouais non au dernier moment c'est sûr. D'accord. Même question pour Nina. Ben moi c'est un peu la question que je lui ai posée tout à l'heure, mais je suis assez d'accord avec elle dans le sens où quand on reçoit une convocation quelques semaines avant, par exemple, là je prends l'exemple des Jeux Olympiques ou une grande compétition, on a cette appréhension de se blesser. Et c'est vrai qu'on s'entraîne avec le frein à main, on joue avec le frein à main, et justement on perd un petit peu dans la qualité et dans le dynamisme qu'on peut avoir quotidiennement. Donc finalement, être lancé dans le bain vraiment comme ça au dernier moment, voilà, comme elle disait tout à l'heure, Amélie, le naturel qui prend le galop, et on a plus de facilité justement à rester celle qu'on est, quoi, et pas essayer justement à vouloir bien faire pour satisfaire tout le monde. D'accord. Vincent, notre invité du soir, tu en penses quoi toi, Vince? Non, c'est pareil, il faut mieux le dernier moment, comme ça évite de trop réfléchir et jouer les matchs avant. C'est plus simple pour le joueur de se préparer, il a plus à réfléchir, il a qu'à jouer, quoi. Donc c'est ce qui est vraiment de plus simple dans ce cas de figure. D'accord. Alors Chris, tu as un petit peu répondu, mais malgré tout, ta réponse officielle, c'est quoi donc, Chris? Je dirais que, connaissant mon caractère, et je vais rejoindre, j'aime bien faire l'avocat du diable, et ce serait me mentir que de dire l'inverse. Connaissant mon caractère, à un petit peu être anxieux avant des événements importants, etc. Voilà, on calcule pas, on y va. Et en plus, il y a l'adrénaline, comme je le disais toujours, c'est très important. Ça nous est tous arrivé. Vous savez, les jours où on fait une nuit blanche et que parce qu'on a un événement heureux, on a tous des souvenirs évidemment. Et j'ai des étoiles qui me remontent aux yeux et je pense que ça vous évoque tous quelque chose, je pense. Et pourquoi on tient, c'est tout ça, ça se résume en un mot, c'est l'adrénaline. Et donc, je pense que ça peut faire déplacer des montagnes, ça. Donc voilà. Écoute, effectivement, tout le monde est assez unanime sur ce fait et moi je vais tous vous rejoindre effectivement. Pour ma part, je préférerais aussi ne pas avoir à gamberger, à me refaire 50 fois le film d'un match ou d'un stage. Au moins on y va, on n'a pas le temps de réfléchir et c'est pas plus mal. Et je dirais que c'est un autre avantage, un peu hypocrite, je dois le dire, mais que d'une certaine manière, on se couvre. Hein. Genre, on peut être un peu moyen pour être gentil, on peut être un peu moyen parce que voilà, il y a le fait d'être prévenu à la dernière minute, de pas avoir bien dormi. D'une certaine manière, on n'a quasiment rien à perdre. Objectivement, on n'a rien à perdre, je pense. Voilà, après on se livre complètement et... Mais non, ça c'est l'excuse des garçons qui cherchent à s'excuser déjà. On est d'accord. Il se trouve toujours des circonstances atténuantes. Mais c'est ça, voilà, tout de suite on essaye de trouver l'explication qui... Mais non, pas du tout, nous c'est juste au dernier moment, point. Voilà. Ouais. Alors, on a plusieurs questions. Donc, Julie, par exemple, quelles sont tes ambitions et tes objectifs avec ton équipe de Guingamp cette année? Bah, l'objectif cette année, c'est de se maintenir et le plus vite possible avant les 5 dernières journées de championnat, parce que d'habitude, on se sauve toujours vers la fin, vers les 2-3 dernières journées. Donc voilà, l'objectif c'est ça, c'est de se maintenir avant et pourquoi pas essayer de faire un meilleur classement que l'année dernière, c'est-à-dire accrocher la 5e place, parce qu'après voilà, les 4 premières places elles sont quasi prises par Juvisy, Montpellier, Paris et Lyon. Donc à nous d'essayer d'attraper cette 5e place qui serait super bien pour le club. D'accord, très bien. Alors, ce que je vous propose avant que Tom revienne, c'est que je vous pose une dernière question, puis ensuite on pourra enchaîner avec le deuxième débat. Oui. Rassure-toi, Tom, il est là, il est admiratif de votre travail, il vous laisse effectivement gérer un petit peu, donc continue, c'est très bien. Ok. Alors, juste puisqu'on était avec l'équipe de France, comment s'est passée la première rencontre avec Bruno Bini, enfin Coco, vous vous êtes parlé un petit peu ou ça a été directement l'entraînement? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu Bruno Bini. Alors au départ, il m'a dit que voilà, j'avais cette sélection et que je la méritais amplement avec la saison que j'avais faite et puis le début de championnat aussi.
Donc voilà, il m'a dit de pas me tracasser, qu'il fallait que je joue comme j'avais l'habitude de faire et de surtout profiter de tous ces bons moments à l'entraînement, au match et avec les joueuses. Donc maintenant, je suis contente parce que j'ai eu du temps de jeu, j'ai pu démontrer ce que je savais faire et c'est une chance. Donc voilà, je suis contente, j'ai déçu personne, tout le monde était content de moi et c'est le principal. D'accord, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Tom alors. Effectivement, après ce petit interlude donc des questions de nos auditeurs, on va effectivement passer au second débat. Un débat qui va plus être centré sur Marlène cette fois-ci, sur son rôle notamment. Oui, parce qu'effectivement, Marlène, il faut aussi que vous apportiez votre petite pierre ce soir. On a beaucoup focalisé sur Julie, mais on va aussi focaliser sur vous, puisqu'on voulait aussi avoir votre avis ce soir dans Sport. Il n'y a pas que les joueuses, effectivement, qui sont mises en avant, mais aussi toute la partie off qu'on entend peu, qu'on voit peu, qu'on connaît peu, mais pourtant qui fait un travail titanesque. Le second débat du soir, les Elles se managent-elles comme les Ils? Nous, on veut tout savoir. Marlène, première question. Pas de mise en situation. Le rôle, vous le connaissez bien, je pense. Est-ce que clairement, gérer les filles, c'est compliqué? Marlène Je dois répondre à cette question. Oui, il faut répondre à cette question. D'accord. Est-ce que c'est difficile de gérer les filles? Voilà, ce que c'est. Sous-entendu, plus que les garçons. Oui, plus que les garçons. Écoutez, moi j'ai eu l'habitude dans mon sport du passé qui était le basket que j'ai pratiqué à un certain niveau. J'ai géré les deux, j'ai géré les garçons et les filles. C'est complètement différent. C'est pas pareil du tout. L'approche n'est pas la même. Il y a beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus faire attention à elle, prendre soin d'elle. C'est ce que je ressens. On ne peut pas rentrer dans une conversation, dans un débat sportif et des demandes sportives à un garçon comme à une fille. Ça c'est clair, c'est ce que j'ai ressenti moi avec mon expérience personnelle et ce que je ressens cette année en tant que manager. Donc elles sont un peu plus introverties les filles que les garçons quelque part. Elles sont peut-être plus introverties. Elles sont dans le sport du foot féminin, elles sont très exigeantes. Elles sont très volontaires. Ça peut être des anges, des jeunes filles très douces dans la vie de tous les jours. Et dès qu'elles rentrent en compétition ou en tenue pour aller aux entraînements, là ce sont des bagarreuses et des teigneuses. Alors on va pas, on veut pas créer de conflit. Hein, attention à l'intérieur de l'EAG. Non, on veut pas créer de conflit du tout. Mais il y a une petite question là, qui me tend les bras et je pense que toute mon équipe a envie de vous la poser. Marlène, entre nous, est-ce qu'une jeune demoiselle aussi charmante que Julie Morel a un caractère facile à gérer ou pas? Elle est à côté de moi, donc ça va être dur de dire le contraire. Non, pas du tout. Dès l'instant, moi, de toute façon, ce que je demande en tant que manager, c'est bien sûr des résultats sportifs. Donc, dès qu'elles ont la tenue du maillot et dès qu'elles sont en tenue d'entraînement, elles font leur travail. Il y a strictement rien à leur reprocher. Bon, écoutez, c'est une très bonne réponse. Julie doit en être contente. Alors, j'ai posé un petit peu la question effectivement aussi à Julie. En tant que joueuse, qu'est-ce qu'on attend d'un manager un petit peu donc dans le milieu du football féminin? Qu'est-ce qu'on attend un petit peu de son manager? De l'écoute, de l'attention? On aimerait bien savoir en fait, on ne sait pas. Ce que vous attendez-vous d'un manager en règle générale? Si, on attend de l'attention d'un manager et puis quand on a un petit souci, on sait qu'on peut aller voir cette personne-là et en discuter pour qu'elle arrange les choses. Donc voilà, des fois ça arrive d'avoir quelques petits soucis et donc nous par exemple on va voir Marlène pour en discuter avec elle et pour trouver des réponses et ça nous aide énormément. Alors il y a effectivement, alors Chris, je te vois bouillir, hein. Je sais que tu as plein de questions. Chris, j'ai donné la parole, vas-y, je t'écoute. Non, mais moi j'avais une question qui enchaînait un peu la précédente question que tu avais eue. C'est une question pas très gentille, c'est vrai, mais donc rebondissant évidemment à Marlène. Mais moi j'avais surtout une question parce qu'on en parle beaucoup. Je pense tous les amoureux du sport et notamment du sport féminin. On dit toujours que c'est beaucoup plus difficile pour une coach d'entraîner des jeunes garçons, des jeunes sportifs ou même des sportifs adultes. Moi j'avais envie de retourner la question. Est-ce que ce n'est pas plus difficile pour une coach par rapport à un coach d'entraîner des sportives?
Ah, moi, je suis pas entraîneur, hein, je suis manager, hein, je suis pas... Je suis pas la Gestionnaire. technicienne, hein, je suis pas présente, j'assiste aux entraînements, je viens observer, pas pour critiquer, hein, pour observer, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour apporter le plus au club. Plus dans le relationnel. Vous êtes donc plus dans le relationnel, mais malgré tout, est-ce que c'est quand même pas plus difficile parce que moi, enfin, je sais que je connais quelques sportifs, bien sûr, qui n'ont pas un statut professionnel, mais qui m'ont déjà exprimé leur difficulté à avoir affaire à l'autorité féminine. Et alors, bon, je mets les pieds dans le plat, là, je l'avoue. Ah, complètement, là, les pieds dans le plat, et j'aime ça. Elle aime bien ça. Non, gérer une équipe féminine, vous dites femme, c'est ça votre question. Ah oui, non, mais est-ce que ce n'est pas plus difficile pour une manager de manager des sportifs plutôt que ce serait un manager? Est-ce que les sportifs n'acceptent-elles pas en général plus facilement l'autorité masculine? Je mets les pieds dans le plat, je le redis. Ouais, après, ça dépend du charisme de la personne qui est en place. C'est faut avoir beaucoup de pédagogie, de psychologie, de pas réagir, je veux dire, à chaud tout de suite. Il faut prendre le temps de la réflexion, de comprendre pourquoi la joueuse réagit comme ça. Je pense que c'est peut-être le petit plus du côté féminin qui peut peut-être plus comprendre ça. Est-ce que l'homme va pas plus, je veux dire, vulgairement rentrer dans l'art directement et puis dire c'est pas normal, il faut faire comme ça? Est-ce que nous, on n'a pas une approche plus douce? Bon, vous voyez, moi, je suis maman, j'ai mes enfants ont l'âge de mes joueuses, donc est-ce que c'est peut-être cette chance-là de mieux comprendre le ressenti de ces filles qui sont étudiantes, qui vont au travail, voilà. Je pense qu'il y a peut-être le côté féminin peut-être apporter un petit plus, et puis dans le monde du football, je sais que il n'y a pas beaucoup de managers féminines. Je m'en aperçois beaucoup. Je suis dans un milieu d'hommes. Ça donne beaucoup de courage, beaucoup de volonté, envie de montrer quand même à ce milieu entre guillemets macho du foot masculin, que les femmes ont leur place et puis qu'on n'est pas des timides, on a du caractère et qu'on peut s'affirmer. Et l'approche, qu'elle soit auprès de garçons ou de filles, moi sincèrement, il y a une différence certes avec les féminines, mais si on a le tact, le feeling, ça se fait très facilement. Faut pas avoir de crainte du tout. Bon, je pense que les personnes qui m'ont mis à ce poste-là, et puis si moi j'ai décidé d'y aller, c'est que je savais que je pouvais y aller, et il n'y a pas à avoir de complexe du tout. D'accord, donc excusez-moi, je vais me permettre de rebondir par rapport à ce que vous avez dit, Marlène. Justement, avec les filles, est-ce que justement il ne faut pas beaucoup plus de pédagogie que par rapport aux garçons? Est-ce qu'il ne faut pas mettre plus de forme, plus de gants, réfléchir un petit peu plus à ce qu'on dit avant de lancer une phrase ou des choses comme ça? Si, bien sûr, il faut prendre beaucoup plus de gants, faut être beaucoup plus... les laisser parler, comprendre pourquoi elles réagissent comme ça. Elles sont plus... comment vous dire, c'est beaucoup plus... elles vont pas dévoiler tout directement. Vous comprenez, ça va venir en douceur, tranquillement. Je les rencontre dans mon bureau, on discute, comprendre pourquoi leur mal-être. Voilà, qu'un garçon, on va, je pense, lui demander beaucoup plus. Bon, allez hop, je veux des résultats, allez vas-y, tu fonces. On va dire une femme va se mettre à pleurer, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est qu'elles sont beaucoup plus sensibles, ça c'est sûr. Et c'est là-dessus qu'il est très intéressant de travailler et de comprendre et de prendre le temps de leur apporter la solution à leur bien-être, mais ce ne sont pas des bébés, hein, sachez-le. Hein. Quand je vois comment sur un terrain, quand elles prennent des tacles, on ne voit jamais dans le foot féminin la civière qui arrive et toute sirène hurlante pour les relever. Elle se relève tout de suite, ça se tape dans la main et c'est reparti. Allez, hop, un petit taquet au foot masculin en passage, j'aime. J'en ai pas un, il n'y a pas de comparaison à faire. Mais je sais que on a la chance d'avoir de plus en plus de public à venir voir les matchs de foot féminin et c'est ce que les gens en ressortent de ce spectacle-là qui est très beau. Et en tout cas, ce qu'on peut dire aussi pour la petite comparaison et un peu humoristique, c'est qu'en général, les footballeurs entre eux, dès qu'ils touchent l'index de leur adversaire, ils s'écroulent, c'est la fin du monde. J'ai déjà vu des images de football professionnel féminin où elles s'arrachent les chignons, etc. Je me demande comment elles font et elles persistent. Moi, je sais pas si vous avez vu cette image. Il y en a eu d'autres, hein, mais
En tout cas, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus tenaces sur le terrain parfois. Donc, c'est une petite comparaison humoristique. Oui, vous avez raison. Ça fait tout drôle de voir. Bon, elles se prennent des tacles. Je sais que souvent, des fois, elles veulent régler même leur compte sur le terrain en mettant un petit tacle. Et des fois, elles finissent la chaussette déchirée, le protège-tibia cassé. Mais c'est pas pour ça que elles vont pas être présentes le lendemain à l'entraînement et qu'elles vont, je veux dire, qu'elles vont pigner. Parce qu'on va dire, les femmes, elles pignent. Voilà, le foot féminin, on pigne. Enfin, c'est un sport masculin de la pelouse, du gazon, de la gadoue. Alors après, attention, je ne vais pas me mettre le foot masculin à dos, parce que je suis dans un club où il y a des footballeurs professionnels et qui sont exemplaires eux aussi sur le terrain. Mais les attitudes sont différentes, tout à fait. Mais moi, je pense que c'est comme dans la vie. Une femme malade, ça fait quand même son ménage, des courses, ça s'occupe de sa famille. Mais un homme malade, il a la grippe, on dirait qu'il a presque le cancer. Quoi. Il y a la maternité aussi. C'est à creuser, il faut se pencher justement sur cette situation du foot féminin, mais comme dans les autres sports. Je ne vais pas parler que de notre sport. Voilà, c'est la culture féminine, et on voit que grâce à notre sport qui est en plein développement actuellement, qu'on ressort une image exemplaire, comme dans les filles du basket aussi aux Jeux Olympiques, comme aussi dans le hand. Voilà, si nous on peut amener le sport féminin vers le haut, on n'en sera que fiers et on réunira tous les sports avec nous. C'est sûr, et pour boucler la boucle, il faut aussi dire quelque chose qui est très indispensable aussi, c'est que pour briller, pour devenir professionnel, que ce soit dans le football, dans le tennis, dans le handball, volleyball, etc., le mental chez les sportifs, chez les professionnels est beaucoup plus important que chez les messieurs pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, en général, celles qui réussissent, ce ne sont pas des pleurnicheuses, et c'est aussi un impact avec des pleurnicheurs qui pourraient réussir. On voit des artistes chez les messieurs qui sont très fragiles, on a l'impression qu'ils se blessent très facilement, qui peuvent malgré tout réussir. Alors que cet aspect mental, il est, je pense, pour les raisons qu'on a évoquées, fragilité, etc., je pense qu'il est beaucoup plus indispensable chez les sportifs qui ont un meilleur mental en général. Mais ça, c'est pas, je ne fais pas du féminisme à deux balles, je pense que c'est vérifié sur les terrains. Non, bon, après aussi, on peut parler d'une autre chose, mettre aussi un pied dans le plat, un autre que je peux faire, c'est l'argent aussi. C'est que moi, mes joueuses qui jouent en D1, bon, je sais qu'il y en a d'autres aussi dans d'autres clubs, elles ne sont pas professionnelles, toutes, elles sont étudiantes, elles vont au travail le lendemain, c'est pour ça qu'elles vont se ménager le week-end sur le terrain, mais les salaires ne sont pas les mêmes que les garçons, les enjeux financiers ne sont pas aussi les mêmes. D'accord? Donc, est-ce que c'est ça qui peut agir sur le mental des sportifs de haut niveau? C'est à étudier, peut-être, je pense. Au niveau assurance, déjà pour les jambes, on peut penser à des choses comme ça. Moi, la question toute bête que je demande à mes joueuses, elles ont le droit d'aller faire du ski, elles sont en D1, elles ont le droit d'aller faire du ski, elles n'ont pas d'assurance au niveau de leurs jambes. Et quand on voit comment des sportifs émergent des pays africains dans les compétitions physiquement les plus endurantes et les plus difficiles telles que le Kenya et l'Éthiopie, je pense qu'on a répondu à cette question. Peut-être. Alors, Émilie, tu avais une question, toi? Justement, pour faire la transition en termes de management, Marlène, est-ce que votre passé de sportive athlète dans une discipline autre, en l'occurrence le basket, est-ce que ça vous aide aujourd'hui à manager votre équipe féminine? Oui, complètement. Après, je passe d'un effectif de 10 joueuses sur un terrain, donc 5 sur le terrain à 11 sur le terrain. Il y a un transfert de sport à un autre, ça c'est évident. Et mon expérience, oui, de sportive, moi, sur le terrain, en dehors du terrain, à mon travail, là, qui actuellement, c'est évident, il y a un transfert. C'est évident, ça m'a énormément servi à porter le ressenti, moi, d'avoir été sur un terrain, de vouloir la compétition, la gagne. Je suis en permanence en train de demander à mon entraîneur, à mon staff, et puis à mes joueuses. C'est évident. Et je vis ce travail-là de façon beaucoup plus passionnelle et intense parce que j'ai été cette sportive que j'ai été. D'accord, donc en fait, quelque part, à chaque fois que vous êtes dans une situation, vous faites un transfert et vous vous imaginez à la place de votre joueuse qui est en face de vous et vous vous dites comment j'aurais agi et des choses comme ça. Et je comprends leur passion complètement. Je comprends mieux leur passion, oui. Et des fois, je préférerais, même si j'ai pas été footballeuse, être sur le terrain le dimanche que d'être assise dans la tribune à les regarder. Je boue.
Bah alors c'est pour ça quelque part que ça marche aussi bien. Peut-être, je sais pas, c'est les filles qui doivent le dire. Alors moi j'aimerais poser une question effectivement à Nina. Toi Nina qui est sportive professionnelle aussi, quel rapport tu as avec les managers? Est-ce que toi et les filles vous êtes assez simples à gérer? Est-ce qu'au contraire vous êtes tellement délurés que c'est parfois très fatigant pour votre manager à Metz? Tu veux que ma carrière elle s'arrête ce soir ou non, je plaisante. Dans 3 ans. Non, c'est assez particulier. C'est pas tous les jours facile parce que je pense que les femmes on a des problématiques qui sont spécifiques à nous et qu'il y a une certaine psychologie à avoir avec des filles dans la façon de leur parler, la façon de demander les choses que certains coachs n'ont pas. Je vais pas parler que du cas de Metz parce que j'ai connu pas mal d'entraîneurs et donc je vais donner vraiment un avis général. C'est vrai que je pense que les femmes ont un atout, c'est-à-dire que voilà, ce sont des femmes et elles peuvent comprendre comment on peut ressentir certaines choses. Parfois, moi, j'ai la sensation que certains coachs d'équipe féminine, c'est presque des mecs frustrés, quoi. C'est pas pour être méchante, hein. Mais s'ils parlaient à des hommes comme ils nous parlent à nous, parfois, je pense qu'ils se prendraient vraiment un coup de boule. C'est-à-dire que nous, les femmes, on a un peu plus. Ah non, mais c'est très. Parfois, ça peut être très violent et ils ne le comprennent pas forcément. Et pardon de vous interrompre, Nina, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Mais est-ce que, je vais évidemment un peu alimenter le débat, est-ce que justement ils ne le font pas, et c'était un peu la question sous-jacente que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'ils ne le font pas pour marquer davantage l'autorité et ainsi essayer de tirer le meilleur de leur groupe? Est-ce qu'ils ne sont pas plus autoritaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec les joueuses qu'avec les joueurs, bien sûr, pour un peu les effrayer, pour un peu les mettre à sa botte quelque part, à leur botte? Oui, bah, c'est pas forcément pour nous mettre à la botte. Moi, je pense que c'est plus pour nous effrayer, c'est pour garder un certain ascendant psychologique sur nous. Mais je suis pas persuadée que ce soit la bonne méthode. Par exemple, quand on compare avec l'équipe de Norvège, qui a eu un coach femme pendant des années, qui est l'équipe la plus capée, qui a gagné le plus de compétitions au monde dans le milieu du handball féminin, eh ben, c'est totalement différent. Moi, quand je discute avec des joueuses norvégiennes, c'est ah non, nous, elle ne nous engueule jamais. Par exemple, quand on loupe un tir, au lieu de nous dire ah mais putain merde, qu'est-ce que t'as fait, comme dirait un entraîneur français, ça va plutôt être non, mais tu vois là, par rapport à ta position, ça aurait été mieux de faire comme ça. Tout est dans l'échange, tout est vraiment dans la communication. Moi, je trouve que parfois c'est un peu trop violent. Certains coachs masculins sont un peu trop violents vis-à-vis des filles et ça peut en bloquer certaines. Maintenant, on va me dire que l'équipe de France féminine a eu des résultats, donc c'est une méthode qui fonctionne. Voilà, hein, je tire mon chapeau, hein. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Ouais, l'équipe de France masculine est très dans l'approche hein, par rapport aux filles. C'est un lion intérieurement, pour avoir eu la chance de pouvoir discuter avec lui. C'est un lion, il boue intérieurement, mais il a une approche très très douce et très paternelle auprès de ses joueuses. Oui, j'ai pu m'en rendre compte. Hein. Je l'ai déjà rencontré une ou deux fois, et c'est vrai que ça ne dégage pas du tout la même aura. Maintenant, je pense que si on prend l'exemple d'Olivier Krumbol, c'est un personnage tout à fait différent. Et je pense que c'est vrai que gérer un groupe de filles, c'est pas forcément évident dans le sens où il faut gérer les conflits entre filles. C'est un peu ça, le poison parfois des groupes. On dit souvent que les mecs, quand ils ont des petites engueulades, ils vont prendre une bière et c'est fini, quoi. Ils règlent leurs problèmes et c'est fini. C'est vrai que les filles, c'est vraiment de la psychologie, c'est particulier et il faut... Parce que je pense qu'on est sensible à beaucoup plus de choses que les garçons ne le sont. C'est-à-dire qu'il faut qu'un entraîneur soit impartial, qu'il ne fasse pas de préférence. Tous des petits détails comme ça dans un groupe de filles, je pense que ça peut vraiment mettre des étincelles. Et justement, sur ce débat-là, je pense que Vincent, il voulait apporter... Vincent, effectivement, voulait réagir et effectivement, Vincent, tu as la parole. Ouais, parce que nous, on a eu plein de cas concrets comme ça, notamment dans des... Bon, je vais pas dire les noms, parce que sinon, demain, je vais me faire tirer tu peux donner les noms, vas-y, Vincent, d'entre nous. Non, je vais prendre cher encore une fois. Non, nous on a eu le cas d'un coach qui évolue encore en D1 et qui disait qu'une fois pendant un match, il avait vu une prestation d'une de ses joueuses qui était vraiment, clairement, je reprends ces termes, dégueulasse. Et à la mi-temps, il avait décidé de lui mettre un bon coup de pression. Et au bout de 2 minutes, il a arrêté, parce que la joueuse était complètement tétanisée, était en pleurs. Donc il a fait rentrer sur le terrain et il a changé au bout de 5 minutes. Donc ça, c'est un gros problème qu'il a. C'est que l'approche que tu as avec un groupe de mecs et un groupe de nanas, elle doit pas être la même. Si elle est la même, tu n'auras aucun résultat. Mais après, il y a un autre truc sur lequel il faut insister, c'est l'exigence sportive. Il faut des résultats, il faut vouloir gagner. Quand on parle avec tous les coachs de D1, aucun va dire clairement, peut-être un va dire clairement, moi je veux gagner. Patrice Lair va dire, moi je veux gagner. À Guingamp, on peut viser la 2e place, pourquoi pas? Une saison, c'est super long, une saison, il se passe tant de choses. Ça se voit chez les mecs.
C'est vrai. Il faut clamer cette ambition. C'est pas grave de pas atteindre son objectif. C'est pas grave d'être 5e alors que quand on visait 2e. Mais au moins, ça place un contexte, ça place un climat qui lui peut apporter vraiment de bonnes choses. Et c'est quelque chose qui est super important. Parce qu'on a vraiment l'impression que dans le foot féminin, l'important c'est de participer. Voilà, on a fait un beau match, on a perdu, mais c'est pas grave parce que c'était une belle fête. Et au final, non, c'est chiant parce qu'on a perdu 4 points. On a perdu 4 points et le classement, c'est important à la fin. C'est important pour progresser. Pardon Vincent, paradoxalement, si on enlève ce côté un petit peu, c'est vrai un petit peu, elles se prennent moins la tête que les sportifs, etc. En général, évidemment, c'est une caricature de dire ça, mais c'est vrai, ça se confirme un peu. Elles sont plus festives, elles ont plus tendance à être peut-être plus fair-play, et c'est sans doute un peu moins hargneuses, un peu moins en voulant la victoire. Mais si elles devenaient comme les sportifs, moi, Vincent, est-ce que tu penses vraiment que le public va suivre derrière? Le public suivra. Là, si beaucoup de gens se détournent des mecs, pour une raison, ça gagne pas, c'est tout. En 98, c'est autant le bordel qu'en 2010 chez les mecs. Nous, on a des anecdotes. En 98, c'est un merdier sans nom. Mais ça gagne, du coup, on oublie. Mais je pense que l'exigence, même pour les clubs, ça peut être très bon. Je vais prendre le cas de Guingamp. Si Guingamp arrive à avoir 2-3 années de suite une 3e ou une 4e place, là, l'investisseur, il n'aura pas le choix. Il faudra qu'il mette des moyens supplémentaires. Et là, les filles, elles pourront avoir de meilleures conditions. Elles pourront avoir des contrats, elles pourront avoir des fédéraux, elles pourront avoir des moyens, un staff élargi. Et là, ce sera vraiment tout bénéfice pour tout le monde. Des meilleures conditions pour l'accueil du public. Et là, tout le monde va y gagner. Tout le monde va y gagner. Parce que là, l'équipe de France, les gens commencent à gueuler. Parce qu'au début, c'était sympa, on a fait une Coupe du Monde, on est arrivé 4e, c'était une super performance. Là, 4e au Gino, nous, on connaît qui veulent la tête de Bruno Bini. Où c'est le bordel, il faut repartir à zéro, malheureusement, alors que elle est partie de rien, oui. Donc, à un moment, les gens ils veulent du résultat. Et ça, après, c'est très français, effectivement, en train de dire. Oui, c'est très français ce que tu dis. Effectivement, les Français demandent toujours plus à leurs équipes. Après, il faut pas non plus oublier que l'équipe de France, effectivement, féminine, elle est partie de rien, qui, encore 10 ans, elle était plus bas que bas, et que depuis 4-5 ans, il y a une progression qui est plus que constante. Alors, moi, je vais revenir, effectivement, pour conclure ce débat sur une question. À destination de Marlène, encore une fois. Je suis désolé, Julie, on t'a pas trop interrogé sur ce deuxième débat, mais rassure-toi, on va se rattraper après. Marlène, est-ce que pour vous, un bon manager, c'est aussi et avant tout un bon psychologue et un bon pédagogue? C'est indispensable. C'est indispensable. Ça fait partie du travail, ça s'apprend, c'est avec l'expérience. Avec être ouvert, être toujours disponible, le temps de la discussion, c'est un travail qui n'a pas d'heure, je compte pas mes heures, je suis toujours disponible et c'est indispensable d'avoir beaucoup de pédagogie, d'approche et de donner de son temps et surtout beaucoup de sa personne. Vous voyez, et c'est rare où ça fait du bien des fois quand on pose la question et toi comment tu vas, parce qu'on donne beaucoup de soi-même, mais c'est passionnant, c'est très enrichissant humainement, franchement. D'accord. Alors, Émilie, j'aimerais effectivement de revenir un petit peu vers toi, effectivement, parce que c'est un débat qui, je sais, t'intéresse et t'intéressait beaucoup. Toi, est-ce que tu pensais, par exemple, qu'il y avait un tel niveau psychologique, est-ce que c'était aussi important l'aspect psychologique dans le foot féminin? Oui, enfin, il y a pas. Oui, les filles sont compliquées quand même, donc on peut. Non, moi-même ayant déjà managé, on manage pas des garçons comme des filles. Il faut plus réfléchir, on peut pas se permettre d'être brut de pomme, il faut employer les bons mots. Donc forcément, les elles ne se managent pas pareil que les ils. Pourtant, je pense qu'au final, elles peuvent obtenir, à force d'envie et d'y croire, beaucoup plus de résultats que les garçons. Mais écoute, c'est une phrase cumulée à celle de Marlène, effectivement, qui conclut très 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 bien ce second débat. On va passer à la troisième partie de l'émission. Donc là, on va surtout beaucoup solliciter Julie, et c'est pas moi, hein, rassurez-vous, chers auditeurs, c'est Émilie, vous en avez l'habitude, dans sa rubrique l'interview décalée, qui effectivement donc va cuisiner Julie aux petits oignons. Sa rubrique normalement qui est accompagnée de sa compère, de sa copine, donc de notre co-animatrice Amélie, qui ce soir n'est pas là, mais qui ce soir sera remplacée exceptionnellement par notre ami Vincent. Donc Émilie, Vincent, je vous laisse la parole, c'est à vous pour l'interview décalée, et je vous en prie, soyez gentils avec Julie, la mangez pas de trop. Ok, alors je vais commencer. Alors exceptionnellement ce soir, j'ai pas fait d'interview décalée. Effectivement,
il y a ma pote à la compote qui m'a envoyé ses questions. Donc ce soir, ça va être ces questions que je retransmettrai. Alors donc pour commencer, pardon? Bravo, très bien. On est fiers de toi. Ah, merci, moi je suis fière d'Amélie. Allez, vas-y. Alors donc pour commencer, Julie, est-ce que pour toi l'équipe de France actuelle est capable d'aller au JO, enfin était capable d'aller en finale au JO? Oui, honnêtement, elles étaient capables d'aller en finale au JO et elles l'auraient amplement mérité. Avec les matchs qu'elles ont fait, après elles ont manqué de réussite. Et c'est vrai que ça arrive dans les matchs où on n'a pas spécialement de chance. Je pense au penalty. Donc voilà, ça arrive à tout le monde et non, c'est dommage, mais c'est de bon augure pour la suite. Là, il y a l'Euro l'été prochain et je suis persuadée que la finale sera là pour l'équipe de France. D'accord, merci Julie. À toi Vincent. Ouais, j'en ai une, Julie, là ça va être plus côté terrain. On remarque, oui, dans le football qu'il y a beaucoup moins de joueurs et de joueuses qui évoluent à ton poste, le numéro 10. Quel 10 t'a inspiré, toi, dans l'histoire du ballon? Quel 10 m'a inspiré? Ouais, quel joueur t'as inspiré ou t'as vraiment plu avoir joué sur le terrain? Je pense que c'est un peu comme beaucoup de Français, c'est Zinedine Zidane. Avec sa technique, on a tous envie de jouer un peu de sa façon. Donc voilà, parce que après c'est quelqu'un qui était techniquement très fort, qui pouvait faire ce qu'il voulait avec son ballon. Et dans le foot, la technique est très importante pour réussir à faire les décalages. Donc voilà, ouais, moi ce serait plus Zinedine Zidane. Il y a un truc qui est paradoxal, c'est que les meilleurs joueurs au monde sont ceux qui ont ce poste de 10. Mais par contre, on a l'impression que les clubs sont réticents à les prendre, ou même les sélections, parce qu'en équipe de France, il n'y a pas vraiment une joueuse qui joue en 10. Ça se partage souvent entre Tiné, Nessie, Amélie quand elle monte. Tu trouves que c'est un handicap pour toi d'être un peu cloisonné à ce rôle de numéro 10 pur? Non, parce qu'après, je joue numéro 10, mais on peut toujours s'adapter. Je vois que là, par exemple, cette année, je joue numéro 10, mais je peux aussi être positionnée un peu plus haut en tant qu'attaquante. Donc voilà, après, l'objectif, c'est de réussir réussir à s'arranger pour être importante dans l'équipe à n'importe quel poste où l'on joue. Donc voilà, c'est des équipes à gagner et même si on joue à un poste différent, on s'adapte toujours. C'est là qu'on reconnaît les bons joueurs. Émilie? Oui, merci. Alors moi je vais partir sur un tout autre sujet. D'ailleurs Marlène pourra aussi répondre si elle le souhaite. Julie et Marlène, vous êtes plutôt crêpes ou galettes? Galette avec du lait Ribot. Ah, il y a un petit peu de tout, alors très bien. Émilie, c'est très bien. Écoutez, nous aussi, on est très gourmands, on aime bien les produits effectivement bretons, donc on est les premiers admirateurs de cette gastronomie. Notamment Émilie qui aime beaucoup les crêpes aussi. J'aurais rien dit. Une autre question, Émilie? Non, je vais donner la parole à Vincent. Alors, Vincent, je la donne. D'accord, Émilie. Julie, d'après toi, est-ce qu'il y a des choses à changer dans l'équipe de France? Non, vraiment, je vois pas ce qui pourrait changer. Il y a un bon groupe, ça vit bien, tout le monde est content d'être ensemble, donc voilà. Et puis en plus, ça produit du beau jeu, donc on peut que se faire plaisir sur le terrain. Donc non, moi je vois pas spécialement ce qui pourrait changer. La seule chose que je souhaite, c'est que l'équipe de France réussisse à gagner un titre, parce que on le mérite amplement avec le jeu produit. Donc voilà, et puis en plus il y a un très bon sélectionneur. Donc voilà, il y a eu des très bons résultats avec ce sélectionneur-là, donc on voit l'importance qu'il a dans l'équipe. D'accord, très bien. Alors, la question n'était pas très gentille. Vous avez vraiment voulu cramer sa carrière, les amis, là, franchement. Mais non, pas du tout. Une autre question, Émilie, peut-être. Oui, alors pour ma part, tu es plutôt maillot Guingampais ou plutôt maillot équipe de France?
pas de joker possible, bien sûr. Non, c'est pas comparable, c'est pas du tout pareil. Après, on peut pas porter le maillot de l'équipe de France si on porte pas le maillot d'un club. Donc voilà, à la base, c'est de faire des bons matchs dans un club pour pouvoir réussir à avoir le maillot de l'équipe de France. Donc c'est une suite quoi. On fait des bonnes prestations en club et donc on a la récompense de l'équipe de France. Mais c'est sûr que c'est toujours un plaisir de jouer pour son pays. Ça, on peut pas le nier. D'accord, donc en gros, on a le Roudourou dans le cœur et le Stade de France dans la main, quoi. Oui, on peut dire Un ça peu comme ça. D'accord, Vincent, peut-être une autre question? Non, pour moi, c'est bon. D'accord, donc moi je vais donner la dernière d'Amélie si ça dérange pas. Est-ce qu'aujourd'hui, donc là on va juste te laisser tranquille avec l'équipe de France. Est-ce que tu verrais éventuellement du changement à apporter dans le championnat de D1 féminin aujourd'hui? Bah déjà que les clubs qu'il y ait moins de différence dans le budget dans les clubs. Après on voit c'est vrai que Lyon en début de championnat on se dit déjà toutes que Lyon va être championne de France alors que le championnat n'est pas joué. Donc voilà, là je vois que le PSG sont en train de mettre de l'argent dans l'équipe. Donc voilà, espérer qu'il y ait beaucoup plus de concurrence pour le titre de champion de France. Et pourquoi pas d'ici quelques années, Guingamp, là ça fait 2 ans qu'on est passé Guingamp, donc il faut laisser un peu le temps. Par exemple Lyon, ils ont mis du temps à en venir jusque-là, donc voilà, espérer qu'il y ait de plus en plus de clubs qui réussissent à faire comme Lyon a fait. Ça sera bien pour le football féminin. D'accord, je te remercie. Et la même question à Marlène pour le coup? Pour le coup, oui, qu'il y ait moins de différence entre le haut du championnat et le bas du championnat et le milieu du championnat au niveau financier. Les budgets des clubs ne sont pas les mêmes, donc les clubs ne peuvent pas investir tous de la même façon. Donc c'est un peu 2 championnats dans un championnat. Et ça, c'est avec du travail que ça va arriver, avec le travail de la politique de la Fédération française de football, que ça va finir par payer, et puis par le travail des managers au sein des clubs et et tous les responsables, des présidents. Nous, on a la chance à Guingamp d'avoir le soutien de notre président, Monsieur Bertrand Desplat, et avec une section professionnelle qui nous soutient beaucoup, donc qui nous porte aussi vers le haut, qui nous facilite des tâches auprès des démarches au niveau des sponsors. J'espère que dans tous les clubs, il puisse y avoir aussi cette même politique de développement du foot féminin. Mais bon, ça va pas faire dès l'année prochaine, c'est dans 2-3 ans. Mais il y a un énorme soutien entre, ça il faut le savoir, même si on va dire il y a la guéguerre entre les clubs. Sachez que tous les clubs, quand on se rencontre, moi c'est ce que je vois, de me promener, de sillonner la France avec mon club de foot, de voir qu'il y a des échanges humains qui sont fabuleux, et même les gros clubs aident les petits clubs. Et ça, c'est, il y a tout, là actuellement, moi c'est mon ressenti. Après, dans les 4 clubs phares élites, c'est un peu la bagarre, mais moi j'ai le soutien des autres clubs et qui veulent que nous on grandisse. Et je sais que le week-end dernier nous étions à Arras, on va aller à Vandenheim, pardon. Et je sais qu'on fait des échanges pour tous mutuellement s'aider et aller dans le même sens pour le développement du foot. D'accord, c'est encore très joli puisque c'est encore présent dans le football féminin et on souhaite que ça y reste en tout cas. Cette image-là? Oui. Cette culture-là, oui, bien sûr. Donc si l'argent est bien géré par des personnes intelligentes, ça n'ira que dans ce sens-là, c'est évident. Parce qu'on est dans, comme on dit tout à l'heure dans les autres débats, dans la féminité, dans la pédagogie et l'approche, la psychologie. Mais bon, à un moment, s'il y a trop d'argent, c'est sûr qu'il y aura d'autres discours qui vont être tenus, c'est évident. Mais là, actuellement, on draine un très grand fair-play et une très grande tolérance des clubs phares de Formule 1 par rapport à des clubs avec des petits budgets. On doit tous aller dans le même sens. Donc actuellement, c'est ce qui existe réellement dans le foot féminin. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens. D'accord, effectivement, c'est ce que le sport retiendra aussi ce soir, c'est que au niveau du management et au niveau du terrain en tant que joueuse, il faudrait qu'il y ait moins 2 poids 2 mesures en termes financiers et puis que le fair play reste. Oui, voilà. Mais tout peut se gérer en bonne intelligence entre personnes intelligentes et dès l'instant où on peut discuter et échanger
Et il y a beaucoup de réunions qui sont organisées par la Fédération française. Et les personnes à la Fédération française les portes sont ouvertes, on peut appeler, on peut prendre des renseignements, comment on peut faire. On est énormément aidés. Ça, il faut le savoir qu'on n'est pas laissé seul à se débrouiller avec notre petit club à l'autre bout de la Bretagne parce qu'on est assez loin de nos 2 autres clubs et que dès qu'on appelle à la Fédération française de football, nous sommes aidés. Il y a de l'aide qui vient de leur part, de l'aide humaine, d'échange et des conseils. Alors, ça sera effectivement le petit mot de la fin de cette interview décalée. On va passer. Alors, je sais que beaucoup attendent la grande nouvelle qu'on va annoncer ce soir, qu'on a dit qu'on annoncerait ce soir, mais ça sera en fin d'émission après la petite partie pronostic que Émilie nous a mis de côté ce soir. Alors, Émilie, je crois que tu nous as mis un petit peu de foot, un petit peu de hand, un petit peu de tout ce soir dans ta partie pronostic. Dis-moi. Ouais, effectivement, on a mis un petit peu de tout. Donc, ce soir, je vais vous proposer 4 matchs. Donc du coup, on va commencer par le hand. Donc je donnerai j'explique rapidement aux invités. Le but, c'est juste de donner vos pronostics. Donc on va commencer par la rencontre Nice vs Metz. Donc en handball. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on termine par Nina, du coup, pour ça. Bah oui, parce qu'elle sera pas très impartiale. Hein. D'accord. Allez, vas-y, je te laisse commencer le tour de table. Vas-y. Bah honneur aux invités, à Marlène et à Julie. Vas-y, Marlène. Donc, Metz. Moi aussi, alors, merci les filles, merci. Metz pour les filles. Vous faites une heureuse, là. Bizarrement, il y en a une qui est contente dans ce compte qui compte les points. Alors, on continue. La solidarité féminine. Alors, j'ai pas compris. Vincent, ton avis? Ouais, Metz aussi. Pour changer. Chris? Trio de Metz. Allez, hop, on y va. Bon, moi, je vais pas me mettre une de mes chroniqueuses et co-animatrices à dos. Donc, je vais parler sur Metz. Hein, je vais redonner la parole à Émilie. Je me fais discret, je dis Metz. À toi, Mimi. J'hésite, je sais pas, non, je déconne, je dis Metz. Ah, merci, Émilie. Bah, je veux pas non plus me mettre à dos. Alors, non, mais ça va être un match assez particulier, hein. Attention, hein. C'est un match piège pour nous. Dans le sens où on joue quand même contre notre ancien entraîneur. Et donc il y aura une atmosphère un peu bizarre, là on en discutait avec les filles et c'est vrai qu'on appréhende beaucoup ce match parce que bon, comme tout le monde le sait, il s'est pas fait remercier dans les règles de l'art, il y a pas mal de joueuses qu'il a formées, donc elles ont à cœur de bien jouer pour lui montrer que son travail a payé et en même temps trop de pression parce qu'il les connaît tellement bien qu'il peut les faire déjouer. Donc non, c'est un match piège et puis il est aussi dans l'obligation de commencer à gagner des matchs parce que les bruits que courent disent que les clubs et puis les gens qui tournent autour commencent à lui mettre la pression. Donc non, je pense que ça risque d'être l'un de nos matchs les plus compliqués. Même si objectivement sur le papier, je vais pas faire la fille modeste, on est au-dessus, mais on commençait toujours un match avant d'être joué, il n'est jamais gagné. C'est ce que tu disais effectivement aussi pour le match à ici en ouverture et contre Toulon la semaine dernière. Eh ben j'espère que ça ne fera jamais 200 points. Et sur large, on rappellera pas. Émilie, je t'en prie, enchaîne ma belle. Ok, donc la deuxième rencontre en hand, ça sera à pronostiquer ici contre Nîmes. Donc à vous les invités. Marlène et Julie, à vous. Moi, ici. Je dis pareil, ici aussi. Ici pour Marlène et pour Julie. Émilie, c'est ton tour de table? Bah Vincent, vas-y, je t'en prie. Ah, je vais tenter Nîmes. Ouais, je tente Nîmes. Ici, ils sont derniers, non? Un truc comme ça, je crois. Ah, mais ils ont un match en moins. T'as qui joue ce soir, donc j'ai pas de résultat par contre. Encore. Moi, je reste sur Nîmes, de toute façon, ouais. D'accord. À qui la parole, Émilie? Bah Chris. Je vais tenter Nîmes aussi, parce que je suis un grand joueur, je suis un grand fou comme toi, Thomas. Eh ben écoute, vu que tu me donnes effectivement la parole pour ce match, Chris, moi je vais parier sur Nîmes un peu aussi, parce que ici le tournoi Wildcard, ils l'ont un petit peu raté ce week-end. Je pense qu'ils sont un petit peu émoussés par cette non-qualification en Ligue des Champions. Que le premier match à domicile contre Metz n'a pas forcément été brillant pour les joueuses de ici. Donc je vais parier Nîmes aussi, hein, moi. Parier Nîmes aussi. Bah alors moi, je dirais match nul. Match nul, toi, Nina, directement. D'accord. Parce que tout dépend des forces de Nîmes. Hein. Si Camille est revenue et Irisek est revenue en forme, je pense qu'elles peuvent vraiment les contrer. Parce que comme tu disais, ici, Mouino doit être fatigué. Maintenant, il y a le sursaut d'orgueil aussi. Elles enchaînent quand même les défaites. À un moment donné, on est fiers, on a envie de relever la tête et elles savent que ça passe par une victoire ce week-end. Donc les deux équipes... Moi, je parierais le match nul. Et donc, Émilie? Bon,
Je sais pas. Et là, on a fait tous les pronos, Amy. Hein. Là, les 3 possibilités ont été évoquées par nous tous. Eh ben oui, alors je vais aller avec Marlène et Julie, donc je vais dire ici. Parfait, on enchaîne. Voilà. Donc alors, on va passer aux rencontres de football maintenant en D1 féminine. Donc on a choisi la rencontre Montpellier-PSG. À vous les filles. Waouh. Je dirais PSG. Montpellier. Ah, Alors, les avis déjà, divers. les filles ne sont plus d'accord, ça y est. Non, ils sont d'accord. Alors, Émilie, ton tour de table. Vincent, je suppose. Ah, c'est ça. Paris va Ah, dérouler après. Paris. Ouais, Paris c'est fort, ça va dérouler, je pense. D'accord. Chris. Ici, c'est Paris, pour moi aussi. Moi, pour ma part, je vois bien Montpellier gagner, bizarrement. Je vois bien Montpellier gagner, donc je vais dire Montpellier. Et Émilie, je te laisse donner la parole à Nina. Nina, vas-y alors. Et ben moi qui suis anti-Paris pour tout le côté bling-bling, je dirais Montpellier. Merci. Émilie, à toi. Moi je vais rejoindre Nina, je vais dire Montpellier parce que je porte pas facilement le Paris Saint-Germain dans mon cœur en masculin. Voilà. Donc je vais dire Montpellier. Ok, donc on va enchaîner avec la dernière rencontre qui vous concerne directement puisqu'on a choisi Guingamp ici. Pas Guingamp. Guingamp. Alors, Forcément Guingamp. Vous auriez pu voter autre chose, les filles, on ne sait pas, on vous demande simplement. Hein. D'accord, donc Vincent, ton avis sur cette rencontre entre nos invités guingampaises et ici? Ouais, compliqué la question là. Nous on a vu jouer ici ce week-end face à Juvisy. Il y a de bons profils en devant. Mais bon, il y a 2 guingampaises sur les ondes. Ouais. Bon, Guingamp, c'est à la maison. Guingamp à la maison. Courte victoire, mais Guingamp à la maison. On le rappelle à Vincent, effectivement, qui est co-responsable donc, de Indo.net, un site qui traite exclusivement du football féminin. Donc, oui, effectivement, Vincent, on te voit mal te mettre en porte-à-faux les Guingampaises avec nous ce soir à l'antenne. On est d'accord. J'aurais besoin de Marlène Boisdec bientôt, donc je peux pas. Chris, ton avis sur la question? Moi, je vais pas les mettre en porte-à-faux, je vais leur enlever toute la pression et je vais parier, moi, pour un match nul, comme ça, ça ne peut être que positif à la fin, ça sera positif à la fin de toute façon. Voilà, mais je me sacrifie, match nul. Pour leur porter chance, je me sacrifie. Parce que, la petite tradition, c'est que je me trompe tout le temps, donc je vais pas les mettre vainqueurs. Pardon pour Nina tout à l'heure, mais... Merci, hein. Franchement, c'est cool. En général, j'ai l'exception qui confirme la règle, et je le sentais bien pour vous, Nina. Par contre, pour les invités, je ne vais pas leur prendre de risques, je ne vais pas les mettre en difficulté, je vais parier pour un match nul. Très bien. Alors pour ma part, moi je vais effectivement être assez objectif. Je vois bien une victoire bretonne dans cette rencontre, une victoire guingampaise avec un gros match de Julie. Je mets pas la pression sur Julie du tout, rassurez-vous. Très loin de là, non. Par contre, non, je vois bien Guingamp gagner à domicile. Par contre, son trêve de plaisanterie. Émilie, Nina, votre avis? Émilie, à toi l'honneur. Ah, Nina, vas-y, je t'en prie. Moi, je vois bien une victoire de Guingamp avec un but et une passe décisive de Julie. Parce que quand on fait une première sélection en équipe de France, ça donne des ailes et donc je lui souhaite vraiment toute la réussite du monde. Merci beaucoup. Et donc Émilie, pour ton dernier pronostic du soir? Ok, je vais voter Guingamp. Très bien. Guingamp, alors serré, mais Guingamp. C'est noté. Est-ce que tous les votes sont enregistrés de ton côté, Émilie? C'est bon pour moi. D'accord. Alors, avant d'annoncer la grande nouvelle, on a un petit rituel dans l'émission pour notre et pour nos invités en l'occurrence. Donc ce soir pour Julie et pour Marlène, puisque Marlène aussi elle va devoir effectivement s'y plier si elle l'accepte. Le but est de répéter haut, fort et distinctement la phrase suivante. Alors, forcément, il va falloir adapter les filles à vos prénoms. Hein. Bonsoir, ici Julie Morel, ou Marlène Boisdec, j'écoute Elsport sur RTS Radio. Alors, on va laisser l'honneur à Marlène de commencer, comme ça Julie pourra se moquer. Est-ce que Marlène, vous pouvez répéter? J'ai pas bien entendu, ça grésillé. Bien sûr. Alors, il faut répéter la phrase suivante. Ici Marlène Boisdec, j'écoute Elsport sur RTS Radio. Ici Marlène Boisdec, j'écoute Elsport sur RTS Radio.
Ça, c'est absolument parfait et c'est très 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 rare que nos invités y arrivent du premier coup. Bravo Marlène. Julie, à toi l'honneur. La même chose avec Julie Morel à la place de Marlène Boidec. Bonsoir, ici Julie Morel. J'écoute L-Sport sur la radio, RTS. Non, je me suis trompée. Allez, je te laisse recommencer, Julie, t'as une deuxième chance, c'est cadeau. Bonsoir, ici Julie Morel. J'écoute L-Sport sur RTS radio. C'est parfait, merci beaucoup Julie. Alors ça, c'est cette jolie phrase de Julie qui conclut notre émission. Alors avant ça, la grande nouvelle. Émilie, je te laisse annoncer la grande nouvelle ou tu veux que je le fasse? Non, vas-y, je t'en prie. Alors, comme vous le savez, dernièrement, beaucoup de nos auditeurs se sont plaints qu'El Sport, effectivement, c'était qu'une fois par semaine et que c'était pas bien parce que ça leur manquait le reste de la semaine. Aussi, la décision a été prise avec la direction de RTS Radio de faire un petit rappel d'El Sport dans la semaine, durant l'émission que vous connaissez tous sur RTS qui s'appelle À vos pronos. Donc, durant une vingtaine de minutes le vendredi soir, entre 20h et 21h, eh bien, El Sport se tape à l'incruste, donc, dans À vos pronos, afin de présenter les rencontres sportives du week-end, féminines, football, handball, basket notamment, et donc de faire une petite touche féminine en plus dans la semaine. Donc, on espère effectivement que vous serez tous nombreux au rendez-vous pour ce nouvel épisode de El Sport qui sera tous les vendredis soirs et qui commence vendredi, donc, dans quelques jours, donc le vendredi qui vient. Un mot de la fin, mes chers amis, un mot de la fin pour Chris, Émilie, Nina, Vincent, avant les remerciements. Bah, J'ai quelque chose, un petit message à faire passer très rapidement, enfin deux. Donc voilà, donc on sait qu'on peut suivre tous les matchs en live sur une-2.net, mais aussi je voulais adresser une petite pensée et un petit coucou à Paul Bérance qui nous a quittés il y a quelques mois déjà et qui a beaucoup fait pour Guingamp, qui a beaucoup bossé pour ce club pendant des années. Si Guingamp en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Et donc voilà, faut pas l'oublier, faut penser à lui tout le temps et en se rappelant que c'est un monsieur qui a beaucoup bossé par amour pour ce club et on lui doit tous beaucoup, je pense. Voilà. Eh bien écoute, c'est parfait. Chris, un petit mot? Bah, peut-être pour faire le programme, ou alors je le fais en fin d'émission ou je le fais maintenant. En fin d'émission. Je le ferai en fin d'émission. Ah ben moi, je vais faire mes remerciements comme ça, je les fais pas tout à l'heure, à nos deux triangles magiques. Quelque part, il y avait le lapin Thomas et il y avait les deux triangles magiques. Alors le premier, on le connaît, c'est Amy, Nina et Amé, que l'on salue, qui était et auquel on a pensé très fort ce soir. Et il y avait un autre trio magique, un autre triangle magique, qui était magnifiquement composé donc par Julie, Marlène et Vincent. Moi, je dis chapeau bas. Deux triangles ensemble, ça fait quoi comme figure géométrique? C'est bizarre. C'était bizarre, mais c'était très beau ce soir. En tout cas, c'était une très belle figure géométrique ce soir. Vous étiez parfait. D'accord, merci. Nina, un petit mot pour toi. C'était ton retour dans l'émission. Alors Nina, ton avis? Mais moi, vraiment contente d'avoir participé à cette émission parce qu'on parle de foot, c'est pas forcément une discipline dont j'ai l'habitude de parler au quotidien et c'est vrai que là, je suis vraiment contente d'avoir fait la rencontre de Julie et j'espère que j'aurai l'occasion de la rencontrer concrètement parce que c'est vrai que les sportives féminines on rencontre les mêmes problématiques et ce sera avec plaisir que je discuterai de ça avec elle et de son coach car on a commencé à aborder des sujets qui m'intéressent vraiment. Donc au plaisir de vous retrouver les filles. Eh bien, écoute, je pense que le message est passé. Émilie, un petit mot pour toi. Une petite dédicace, je pense savoir à qui, mais je te laisse faire ta petite dédicace. Non, mais déjà, je tiens à remercier tous les gens présents ici ce soir, en particulier Marlène et Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté. Et je tiens à faire un gros bisou à ma petite Rafette qui n'a pas pu être là ce soir et je l'attends de pied ferme mercredi prochain. Je te fais des gros bisous. Ben écoute, le message est passé. Alors moi, pour ma part, pour conclure l'émission, je voudrais vraiment vous remercier tous. Donc commencer effectivement par remercier Chris, par remercier Émilie, par remercier Nina qui font partie de l'équipe d'El Sport effectivement et qui sont là tout le temps. Remercier Vincent qui a accepté ce soir de se plier au jeu, de venir avec nous à l'antenne. Vincent que vous retrouvez sur une2.net tous les jours de la semaine. Au passage, je remercie aussi notre autre partenaire, donc Femmes de Sport, qui effectivement fait un gros boulot aussi pour nous, donc tous les jours. Je voudrais aussi avoir une grosse pensée donc pour ma petite Rafette, pour Amélie qui n'est pas là ce soir et qui nous a beaucoup manqué, à qui on fait des gros bisous. Et je voudrais surtout remercier RTS Radio pour tout ce qu'ils font pour nous. Et comment finir cette émission sans remercier
sans remercier effectivement Marlène et Julie qui ont été absolument géniales ce soir, qui ont eu la gentillesse de venir avec nous, de discuter avec nous. Et c'est elles qui ont fait l'émission. Donc merci beaucoup Marlène, merci beaucoup Julie. Nous on se retrouve tous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans L-Sport. Comme vous le savez, l'invité sera dévoilé en milieu de semaine. On se retrouve vendredi pour la deuxième partie pour L-Sport se tape plein de twist. Bonne soirée à tous. Chris, je te laisse la parole. Bonne soirée, merci, au revoir. L-Sport. 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 L-Sport.